Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le roman de Gaston Leroux, Le parfum de la Dame en noir. Donc, le héros principal de cette histoire s'appelle Joseph Joséphin. Il est surnommé Rouletabille et figurez-vous qu'il aurait inspiré le célèbre personnage de Tintin. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur ce livre à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter. Mais reprenons tout de suite notre lecture. Cependant, ce supplice ne pouvait durer. Si c'était elle, eh bien, il saurait lui dire des choses qui feraient fondre son cœur. Tout valait mieux que de n'être point serré dans ses bras, ainsi parfois se raisonnait-il. Mais il lui fallait être sûr. Sûr au-delà de la raison, sûr de trouver en face de la dame en noir comme le chien est sûr de respirer son maître. Cette mauvaise figure de rhétorique, qui se présentait tout naturellement à son esprit, devait lui conduire à l'idée de remonter la piste. Elle nous mena dans les conditions que l'on sait, au tréport et à eux. Cependant, j'oserais dire que cette expédition n'aurait peut-être point donné de résultat décisif aux yeux d'un tiers, qui, comme moi, n'était pas influencé par l'odeur, si la lettre de Mathilde, que j'avais remise à Rouletabille dans le train, n'était tout à coup venue lui apporter cette assurance que nous allions chercher. Cette lettre, je ne l'ai point lue. C'est un document si sacré aux yeux de mon ami que d'autres yeux ne le verront jamais, mais si je sais que les doux reproches qu'elle lui faisait à l'ordinaire, de sa sauvagerie et de son manque de confiance, avait pris sur ce papier un tel accent de douleur que Rouletabille n'aurait pu s'y tromper, même si la fille du professeur Stangerson avait oublié de lui confier une phrase finale où sanglotait tout son désespoir de mère, que l'intérêt qu'elle lui portait venait moins que les services rendus que du souvenir qu'elle avait gardé d'un petit garçon, le fils de l'une de ses amies, qu'elle avait beaucoup aimé et qui s'était suicidé. Comme petit homme, à l'âge de 9 ans, Rouletabille lui ressemblait beaucoup. Dijon, Mâcon, Lyon. Certainement là-haut, au-dessus de ma tête, il ne dort pas. Je l'ai appelé tout doucement et il ne m'a pas répondu. Mais je mettrai ma main au feu qu'il ne dort pas. À quoi songe-t-il? Comme il est calme. Qu'est-ce qui donc peut bien lui donner un calme pareil? Je le vois encore. Dans le parloir, se levant soudain en disant « Allons-nous-en » et cela d'une voix si posée, si tranquille, si résolue. Allons-nous? Allons-nous-en, mais vers qui? Vers quoi avait-il résolu d'aller? Vers elle, évidemment. Qui était en danger et qui ne pouvait être sauvé que par lui. Vers elle, qui était sa mère, et à qui? Ne le saurait pas. C'est un secret qui doit rester entre vous et moi. L'enfant est mort pour tous, excepté pour vous et pour moi. C'était cela sa résolution, cette volonté subitement, arrêter de ne rien lui dire. Et lui, le pauvre enfant, qui n'était venu chercher cette certitude que pour avoir le droit de lui parler. Dans le moment même qu'il savait et s'astreignait à oublier, il se condamnait au silence, petite grande âme héroïque, qui avait compris que la dame en noir, qui avait besoin de son secours, ne voudrait pas d'un salut acheté au prix de la lutte du fils contre le père. Jusqu'où pourrait-on aller cette lutte? Jusqu'où pouvait aller cette lutte? Jusqu'à quel sanglant conflit? Il fallait tout prévoir et il fallait avoir les mains libres, n'est-ce pas, Rouletabille, pour défendre la dame en noir. Si calme est Rouletabille que je n'entends pas sa respiration. Je me penche sur lui. Il a les yeux ouverts. « Savez-vous à quoi je réfléchis ?» me dit-il. « À cette dépêche qui nous vient du bourg et qui est signée Darzac, et à cette autre dépêche qui nous vient de Valence et qui est signée Stangerson. » J'y ai pensé et cela me semble en effet assez bizarre. À Bourg, monsieur et madame Darzac ne sont plus avec monsieur Stangerson qui les a quittés d'à Dijon. Du reste, la dépêche le dit bien, nous allons rejoindre monsieur Stangerson.
Or, la dépêche Stangerson prouve que M. Stangerson, qui avait continué directement son chemin vers Marseille, se trouve à nouveau avec les Darzac. Les Darzac auraient donc rejoint M. Stangerson sur la ligne de Marseille. Mais alors, il faut supposer que le professeur s'est arrêté en route. À quelle occasion? Il n'en prévoyait aucune. À la gare, il disait « Moi, je serai à Menton demain matin à 10 heures. » Voyez l'heure à laquelle la dépêche a été mise à Valence. Et constatons sur l'indicateur l'heure à laquelle M. Stangerson devait normalement passer à Valence, à moins qu'il ne soit arrêté en route. Nous venons consulter l'indicateur. M. Stangerson devait passer à Valence à minuit 44 et la dépêche portait minuit 47. Elle avait donc jeté par les soins de M. Stangerson à Valence au cours de son voyage normal. À ce moment, il devait donc y avoir été rejoint par M. et Mme Darzac, toujours l'indicateur en main, nous parvîmes à comprendre le mystère de cette rencontre. M. Stangerson avait quitté les Darzac à Dijon, où ils étaient tous arrivés à 6h27 du soir. Le professeur avait alors pris le train qui partait pour Dijon à 7h08 et arrivé à Lyon à 10h04 et à Valence à minuit 47. Pendant ce temps, les Darzac, quittant Dijon à 7h, continuaient leur route sur Modane et, par Saint-Amour, arrivaient à Bourg à 9h03 du soir, train qui doit repartir normalement du Bourg à 9h08. La dépêche de M. Darzac était partie du Bourg et portait l'indication de dépôt. 9h28. Les Darzac étaient donc restés à Bourg, ayant laissé leur train. On pouvait prévoir aussi le cas où le train aurait eu du retard. En tout cas, nous devions chercher la raison d'être et de la dépêche de M. Darzac entre Dijon et Bourg après le départ de M. Stangerson. On pouvait même préciser entre Louhans et Bourg, le train s'arrête en effet à Louhans, et si le drame avait eu lieu avant Louhans. Il est probable que M. Darzac eût été télégraphié à cette station. Cherchant ensuite la correspondance Bourg-Lyon, nous constatâmes que M. Darzac avait mis sa dépêche à Bourg 1 minute avant le départ pour Lyon du train de 9h29. Or, ce train arrive à Lyon à 10h33, alors que le train de M. Stangerson arrivait à Lyon à 10h34. Après le détour par le Bourg et leur stationnement à Bourg, M. et Mme Darzac avaient dû rejoindre M. Stangerson à Lyon, où il était 1 minute avant lui. Maintenant, quel drame les avait ainsi rejetés sur leur route? Nous ne pouvions plus nous livrer aux plus tristes hypothèses qui avaient toutes pour base, hélas, la réapparition de l'argent. Ce qui nous apparaissait avec une netteté suffisante, c'était la volonté de chacun de nos amis à n'effrayer personne. Quant à M. Stangerson, nous pouvions nous demander s'il avait été mis au courant du nouveau fait. Ayant ainsi approximativement démêlé les choses à distance, Rouletabille m'invita à profiter de la luxueuse installation que la Compagnie internationale des wagons-lits met à disposition pour les voyageurs amis du repos autant que les voyages, et il me montra l'exemple en se livrant à une toilette de nuit, aussi méticuleuse que s'il avait pu y procéder dans une chambre d'hôtel. Un quart d'heure après, il ronflait. Mais je ne crus guère à son renflement. En tout cas, moi, je ne dormis point. À Avignon, Rouletabille sauta de son lit, passa un pantalon, un veston et courut sur le quai avaler un chocolat bouillant. Moi, je n'avais pas faim. D'Avignon à Marseille, dans notre anxiété, le voyage se passa assez silencieusement, puis, à la vue de cette ville, où il avait mené tout d'abord une exigence bizarre, Rouletabille, sans doute, pour réagir contre l'angoisse qui grandissait en nous au fur et à mesure que nous approchions de l'heure à laquelle nous allions savoir, se remémora quelques anciennes anecdotes qu'il me conta sans paraître du reste y prendre plaisir. Je n'étais guère
à ce qu'il me disait. Ainsi, nous arrivâmes-nous à Toulon. Quel voyage! Il peut être si beau. À l'ordinaire, c'était avec un enthousiasme toujours nouveau que je revoyais ce pays merveilleux, cette côte d'azur aperçue au réveil comme un coin de paradis. Après l'horrible départ de Paris, dans la neige, dans la pluie ou dans la boue, dans l'humidité, dans le noir, dans le sale, avec quelle joie le soir je posais le pied sur le quai du prestigieux PLM, sûr de trouver le glorieux ami qui m'attendrait, le lendemain matin, au bout de ces 2 rails de fer, le soleil. À partir de Toulon, notre impatience devient extrême. À Cannes, nous ne fûmes point surpris, du tout, en apercevant sur le quai de la gare M. Darzac qui nous cherchait. Il avait certainement touché par la dépêche que Rouletabille lui avait envoyée de Dijon, annonçant l'heure de notre arrivée à Menton. Arrivé lui-même avec Mme Darzac et M. Stangerson, la veille à 10h du matin à Menton, il avait dû repartir ce matin même de Menton et revenir au-devant de nous jusqu'à Cannes, car nous pensions bien que d'après sa dépêche, il y avait des choses confidentielles à nous dire. Il avait la figure sombre et défaite. En le voyant, nous eûmes peur. « Un malheur » interrogea Rouletabille. « Dieu soit loué, non, pas encore. » M. Darzac dit simplement « Merci d'être venu. » Et il nous serra la main en silence, nous entraînant dans notre compartiment dans lequel il nous enferma, prenant soin de tirer les rideaux, ce qui nous isola complètement. Quand nous fûmes tout à fait chez nous et que le train se fut remis en marche, il parla enfin. Son émotion était telle que sa voix en tremblait. « Eh bien, fit-il, il n'est pas mort. »« Nous nous en sommes bien doutés, interrompit Rouletabille. Mais où? En êtes-vous sûr? »« Je l'ai vu comme vous, je vous vois. »« Et Madame Darzac aussi l'a vu? » ?»« Hélas, mais il faut tenter pour qu'elle arrive à croire quelques illusions. Je ne tiens pas à ce qu'elle redevienne folle, la malheureuse. » Ah, mes amis, quelle fatalité nous poursuit. Qu'est-ce que cet homme est revenu faire autour de nous? Que nous vaut-il encore? Je regardais Rouletabille. Il était encore plus sombre que M. Darzac. Le coup qu'il craignait l'avait frappé. Il en restait affalé dans un coin. Il y eut un silence entre nous trois, puis M. Darzac reprit. « Écoutez, il faut que cet homme disparaisse. Il le faut, on le joindra, on lui demandera ce qu'il veut, et tout l'argent qu'il voudra, on lui donnera. Ou alors je le tue, c'est simple. Je crois que c'est ce qu'il veut. Il y a de plus simple, n'est-ce pas votre avis ?» Nous ne lui répondîmes point. Il paraissait trop à plaindre. Rouletabille, dominant son émotion par un effort visible, engagea M. Darzac à essayer de le calmer et à nous raconter par le menu tout ce qui s'était passé depuis son départ de Paris. Alors, il nous apprit que l'événement s'était produit à Bourg même, ainsi que nous l'avions pensé. Il faut que l'on sache que 2 compartiments du wagon-lit avaient été loués par M. Darzac. Ces 2 compartiments étaient reliés par eux par un cabinet de toilette. Dans l'un, on avait mis le sac de voyage et le nécessaire de toilette de Mme Darzac. Dans l'autre, les petits bagages. C'est dans ce dernier compartiment que M. et Mme Darzac et le professeur Stangerson firent le voyage de Paris à Dijon. Là, tous 3 étaient descendus et avaient dîné au buffet. Ils n'avaient le temps, puisque, arrivé à 6h27, M. Stangerson ne quittait Dijon qu'à 7h08 et les Darzac à 7h exactement. Le professeur avait fait ses adieux à sa fille et à son gendre sur le quai même de la gare, après le dîner. M. et Mme Darzac étaient montés dans leur compartiment et étaient restés à la fenêtre, s'entretenant avec le professeur jusqu'au départ du train. Celui-ci était déjà en marche. Quand le professeur Stangerson, sur le quai, faisait encore des signes amicaux à M. et Mme Darzac de Dijon, à Bourg, ni M. ni Mme Darzac ne pénétrèrent dans le compartiment adjacent à celui dans lequel il se tenait et dans lequel il se trouvait le sac de voyage de Mme Darzac. La portière de ce compartiment, donnant sur le couloir, avait été fermée à Paris, aussitôt le bagage de Mme Darzac déposé, mais cette portière
n'avait été refermée ni extérieurement à clé par l'employé, ni intérieurement au verrou par les Darzac. Le rideau de cette portière avait été tiré intérieurement sur la vitre par les soins de Madame Darzac, de telle sorte que du corridor, on ne pouvait rien voir de ce qui se passait dans le compartiment. Le rideau de la portière de l'autre compartiment où se tenaient les voyageurs n'avait pas été tiré. Tout ceci fut établi par Rouletabille grâce à un questionnaire très serré dans le détail duquel je n'entre point, mais dont je donne le résultat pour établir nettement les conditions extérieures du voyage des Darzac du bourg jusqu'au bourg et de M. Stangerson jusqu'à Dijon. Arrivés à Bourg, les voyageurs apprenaient que par la suite d'un accident survenu sur la ligne de Culose, le train se trouvait immobilisé pour 1h30 en gare du bourg. Monsieur et Madame Darzac étaient alors descendus, s'étaient promenés un instant. Monsieur Darzac, au cours de la conversation qu'il eut alors avec sa femme, s'était rappelé qu'il avait omis d'écrire quelques lettres pressantes avant leur départ. Tous deux étaient entrés au Dufay. Monsieur Darzac avait demandé qu'on lui remît ce qu'il fallait pour écrire. Mathilde s'était assise à ses côtés, puis elle s'était levée et avait dit à son mari qu'elle allait se promener devant la gare, faire un petit tour pendant qu'il finirait sa correspondance. Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur Darzac. J'avais fini d'écrire, nous dit-il, et je me levai pour aller rejoindre Mathilde. Quand je la vis arriver, affolée devant le buffet, aussitôt elle m'aperçut, elle poussa un cri et se jeta dans mes bras. « Oh, mon Dieu !» disait-elle. Et elle ne pouvait pas dire autre chose. Elle tremblait horriblement, je la rassurai et je lui dis qu'elle n'avait rien à craindre puisque j'étais là et je lui demandai doucement, patiemment, quel avait été l'objet d'une aussi subite terreur. Je la fis asseoir, car elle ne se tenait plus sur ses jambes, et je la suppliai de prendre quelque chose. Mais elle me dit qu'il serait impossible d'absorber pour le moment même une goutte d'eau, et elle claquait des dents. Enfin, elle put parler et elle me raconta, en s'interrompant presque à chaque phrase, et en regardant autour d'elle avec épouvante, qu'elle était allée se promener, comme elle me l'avait dit, devant la gare, mais qu'elle n'avait pas osé s'en éloigner pendant que j'aurais bientôt fini d'écrire. Puis elle était rentrée dans la gare et elle était revenue sur le quai. Elle se dirigeait vers le buffet quand elle aperçut à travers les vitres éclairées du train les employés des wagons-lits. Elle songea tout à coup que son sac de nuit dans lequel elle avait mis les bijoux était resté ouvert et elle voulut immédiatement aller le fermer, non point qu'elle mît en doute la probité parfaite de ces honnêtes gens, mais par un geste de prudence tout naturel en voyage. Elle monta donc dans le wagon, se glissa dans le couloir et arriva à la portière du compartiment qu'elle s'était réservé et dans lequel nous n'étions point entrés depuis notre départ de Paris. Elle ouvrit cette portière et aussitôt elle poussa un horrible cri. Or, ce cri ne fut pas entendu, car il n'était resté personne dans le wagon et un train passait, dans ce moment, remplissant la gare de la clameur de la locomotive. Qu'était-il donc arrivé ? Bien, pour le savoir, retrouvez-nous dans la prochaine émission, puisque notre lecture s'arrête là. Je vous souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui se lèvent. À très vite.